suis très heureux et très ému de parler devant vous. En fait, donc moi j'ai 55 ans et j'ai fait un arrêt cardiaque au moment d'un test d'effort. Donc c'est mieux parce que du coup c'était dans un environnement médical. Et donc ce test d'effort m'avait été demandé pour avoir un certificat médical de non-contre-indication à la course à pied, parce qu'il se trouve que je fais des courses à pied longues. Donc c'est un effort pas intensif mais long qui s'appelle des trails. Donc en fait j'ai un peu réfléchi à mon intervention et je me suis dit que j'allais l'axer sur quatre thèmes mais rapides qui sont le déni, la confiance, la gratitude et la parole. Alors le déni, en fait, il se décline pour moi de plusieurs manières. Il a commencé par se décliner en ressentant des légers maux de poitrine justement quand je courais, en me disant non mais c'est pas grave, ça va passer. Il continue en ne m'inquiétant pas trop, alors que j'ai plutôt dans ma famille des antécédents de troubles cardiaques et qu'on m'avait signalé que quand on fait ses courses, il faut faire attention, il peut y avoir des accidents. Le déni, il continue quand j'ai justement eu mon arrêt cardiaque, puisqu'il faut appeler un chat. Donc j'ai eu mon arrêt cardiaque et devant en me réveillant, devant les personnes un peu inquiètes autour de moi, j'ai demandé mais quand est-ce que je peux rentrer chez moi, et ils m'ont dit non attendez, là vous avez quelque chose d'assez grave, et effectivement dans l'ambulance du SAMU qui m'a emmené à l'excellent institut de cardiologie, ce qu'on ne cite pas assez, je me suis senti, les enfants disent, enfin disons que j'ai trouvé que je pourrais peut-être faire un peu plus attention avec ma santé, et enfin le déni il s'est poursuivi tel un Marie Volage, où j'ai pas vraiment dit à ma femme ce qui était arrivé, et quand elle est venue me voir à l'institut, elle m'a dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé, et là j'ai dû dire qu'effectivement j'avais fait un arrêt cardiaque. Puis le déni il a un peu continué après, mais là je fais un peu le malin, mais après mon intervention je suis retourné refaire une marche ou une course en montagne 6 semaines après, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Mais ce déni en fait c'était pas un conseil médical, hein, on peut le dire. Non, c'était pas un conseil. Ça n'était pas un conseil médical. Ça n'était pas un conseil médical, mais j'avais eu une interdiction entre guillemets de refaire du sport dans les 6 semaines qui suivaient. Mais après j'avais eu la permission. Il y a peut-être un peu d'inconscience, mais je pense que ce déni, il s'appuie sur la confiance. Et la confiance, en fait, c'est vous qui l'établissez. C'est-à-dire que moi, la confiance, je la ressens, ou je l'ai ressentie grâce à l'excellente qualité du personnel et de l'ensemble du personnel et des équipes. Je cite par exemple un exemple, c'était l'infirmière qui m'a expliqué l'ensemble des médicaments que je devais prendre et m'a expliqué l'importance, bien sûr, de suivre et de garder cette régularité dans le traitement. Et ça permet d'établir la confiance. Et la confiance, c'est aussi le professionnalisme et le sens de la pédagogie de l'ensemble des équipes. Et je salue le professeur Sylvain qui m'a opéré, qui m'a soigné. Mais en fait, j'ai aussi senti ce que j'appellerais cette pédagogie ou cette dédramatisation de l'acte médical, puisqu'en fait je me suis senti, vous avez tellement bien expliqué les choses tout en m'opérant, j'ai eu l'impression que j'étais un de vos élèves, pas que j'étais un patient. Et enfin, bon, je vais juste terminer sur la gratitude et la parole. La gratitude, en fait, cher professeur Montalesco, c'est vous et votre équipe. C'est-à-dire que on ne remercie pas assez, et cette confiance qui me permet de recontinuer à courir et de me sentir bien aujourd'hui, je l'ai parce que l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées, que ce soit les infirmiers, les brancardiers, toute l'équipe médicale, on se sent soutenu, on se sent porté. Et donc j'en profite de cette tribune pour vous remercier. Et enfin, dernier mot sur la parole, le travail de parole et réaction.
même si je ne suis pas très très présent, mais j'ai relu, donc en réfléchissant à ce que je pouvais dire, j'ai relu avec plaisir les documents mensuels qui sont publiés, et je trouve qu'effectivement, avoir ces prises de parole, ces échanges entre nous, même si je fais malin en disant que je suis dans le déni, c'est extrêmement utile, on se sent porté. Merci Jean Ghislain. Barbara, vous n'avez pas le même comportement, vous ne voulez pas parler tout de suite. Bon, alors Evelyne Lagardet va parler. Alors Evelyne Lagardet, vous la connaissez peut-être si vous lisez ses livres, c'est une romancière. J'ai beaucoup aimé votre dernier livre, La Maison Rosenbaum, merci. Et donc, vous faites autre chose qu'être patiente et écrire des livres. Vous voulez nous en parler un peu ? Je peux en dire un mot, mais je peux parler de mon expérience aussi de patiente. Je ne sais pas ce que vous préférez. Ce que je fais par ailleurs, bon voilà, donc j'écris des romans et par ailleurs je suis professeur de philosophie et j'enseigne entre autres au Mémorial de la Shoah. Voilà. Disons que voilà, je me suis dit, le professeur nous demande de venir dans le cadre de la parole pour agir. Ça veut dire que la parole est active. Je me suis dit ça. J'ai essayé de faire un lien dans ma tête. La parole est active. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les mots, ils peuvent aider à soigner, à guérir, à faire du bien, ou ils peuvent aussi nuire, on le sait tous. J'ai pensé, avant de parler du mémorial, je voulais juste dire ça, à Ésope. Vous savez, Ésope, qui a beaucoup inspiré La Fontaine, ou dont La Fontaine s'est inspirée. Ésope était un esclave. Vous connaissez peut-être cette histoire, vous m'en excuserez si vous la connaissez. Et un jour, son maître lui dit, écoute, je vais recevoir des invités de marque, je voudrais que tu me fasses le meilleur des repas. Et il fait en entrée de la langue, en plat de résistance de la langue, et en dessert de la langue. Son maître furieux le fait venir et lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je te demande le meilleur des repas et tu me fais de la langue tout le temps. » Il dit « Oui, la langue, en effet, la langue, c'est la meilleure des choses. La langue permet de soigner, de dire des mots tendres, de faire de la poésie. C'est bien la meilleure des choses. » Ok. La fois suivante, le maître lui dit « Je vais recevoir des invités de marque. Fais-moi la pire des choses. » En entrée de la langue, plein de résistance de la langue, dessert de la langue. Comment ? Mais je te demande la meilleure des choses et maintenant la pire et tu fais la même chose ? Bien sûr, la langue, avec la langue, on peut nuire, on peut tuer, on peut faire du mal, on peut calomnier, etc. C'est la meilleure et la pire des choses. Et c'est vrai que c'est une expérience que j'ai eue souvent dans la vie comme vous, mais aussi à travers mon enseignement, puisque c'est parler, et à travers la maladie aussi. Je citerai simplement 3 exemples pour la maladie. Voilà, comme beaucoup d'entre ceux qui sont là, j'ai beaucoup hésité à faire venir les secours quand j'ai eu des symptômes, très peu de symptômes en fait, j'étais asymptomatique dans mes problèmes cardiaques. Et l'un des infirmiers qui m'a amené à l'USIC m'a dit, écoutez, j'avais honte d'avoir dérangé les pompiers, ceci, cela, me dit, madame, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez droit à ça, c'est normal. Et ça m'a fait du bien, cette parole. Je pense aussi à une parole qui rejoint la vôtre, c'est quand je suis sortie de l'USIC, il y a une infirmière qui m'a dit, avant que je parte, surtout, madame, prenez bien vos traitements, ne les oubliez jamais. Et la façon de me le dire, ça fait que chaque fois que je prends mes traitements aujourd'hui, je vois son visage. Je me suis dit, mais alors si je ne les prends pas, je suis vraiment en danger. Et c'était complètement différent. Par exemple, après, je suis allée en cardiologie parce qu'on avait besoin du lit. Une seule journée, d'ailleurs une seule nuit, une seule journée. Et l'interne m'a donné une ordonnance avec les médicaments. Sans un mot. J'ai demandé une explication, pas un mot. Elle m'a dit tout est écrit. Vous voyez la différence ? On a besoin d'entendre, on a besoin de parler, on a besoin d'être écouté. La dernière expérience, c'est à la consultation avec le professeur Montalesco. C'est vrai qu'il était encourageant et
quand il a dicté le compte-rendu pour sa secrétaire, il a dit simplement, à un moment donné, « Je suis confiant ». Et le fait qu'il le dise à sa secrétaire, bien sûr, j'étais présente, mais pas à moi en direct, ça m'a donné confiance. Donc je pense que les mots du personnel soignant, un tout petit mot, c'est extrêmement important. Un silence, ça peut être mal interprété. Voilà, moi c'est ce que j'ai vécu dans mon enseignement tout le temps, c'est ce que je vis encore, puisque je travaille dans le cadre de la lutte contre les préjugés. Je ne sais pas si vous voulez que je vous raconte une petite expérience là-dessus, peut-être, juste ça. Vous êtes là pour ça. Voilà, je dirais, les enfants que j'accueille, ils ont CM1, CM2, donc on peut se dire ils ne sont pas capables de faire de la philo, et pourtant ils le sont. Vraiment, vraiment, c'est un très bon âge. Et je me souviens d'un petit garçon à la fin d'une séance qui avait beaucoup cogité pendant toute la séance. Il se lève, comme font les enfants, vous savez, on voyait que ça bouillonnait. Et il me dit « Mais madame, un préjugé en quelque sorte, c'est une contrefaçon. » Je me dis déjà, ce mot-là, c'est pas mal. Tiens, son père, est-ce qu'il travaillerait dans les douanes? Je commence à me poser... Je dis oui, ben, une contrefaçon de quoi? Et le gamin me dit, je vous promets, c'est vrai, une contrefaçon de la pensée. J'aurais bien voulu le dire. Voilà, donc je pense qu'enseigner aussi, bien sûr, c'est parler, c'est transmettre, être un vecteur et c'est tout. On n'est pas là pour se mettre en avant. Et écrire, c'est la même chose, c'est un engagement, comme ce métier est un bel engagement. Voilà. Merci Evelyne. Bon, Barbara, je m'attends toujours à tout avec vous, donc je ne dis rien, je vous écoute. Non, mais moi, je voulais raconter un petit peu mon histoire de patient, qui est un peu différente, parce qu'elle n'a pas commencé par le cœur, mais elle a commencé par le cerveau. Elle a commencé il y a longtemps, puisque j'avais 27 ans. Donc j'étais un peu trop jeune pour être confrontée à ce genre de problème, et un jour, j'avais mon bébé dans les bras, mon aîné, et je m'apprête à le baigner, et je ne sais pas ce qui se passe. Un truc bizarre dans ma tête, une espèce de vertige, et ma belle-mère était à côté, je lui donne en lui disant « je me sens pas très bien ». Puis je vais m'asseoir à côté de mon mari et de mon beau-père et je veux leur dire ça va pas trop. Et là, la seule chose que je sors, c'est « et je m'aperçois que je ne peux plus parler. Mais je panique pas, je me dis je vais écrire. Voilà, je veux prendre un stylo et je m'aperçois que je peux plus faire ça. Je me dis c'est bizarre. J'avais très vite compris, mon bébé n'avait que quelques mois, mais j'avais très vite compris que quand on est une maman, on n'a plus le droit d'être malade, enfin on n'a plus le temps de toute façon d'être malade. Donc je me suis dit, ça doit être la fatigue, les hormones, la pré-grossesse, je vais aller m'allonger. Je suis partie m'allonger, alors mon mari, qui est dans la salle, n'avait absolument pas compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'en fait, il ne m'a pas vraiment entendu à ce moment-là. Je suis partie me coucher, 2 heures après, je me suis réveillée et ça allait mieux, affaire classée. Et puis, voilà, quand on le raconte comme ça, évidemment, on se dit, elle a fait un AVC, enfin un petit à l'époque. Mais voilà, 10 ans plus tard, je me réveille une nuit, petit besoin d'une petite pause technique, et puis je vais donc aux toilettes, je reviens, et au moment de fermer la porte, je pense l'avoir fermée, et je vois qu'elle est toujours ouverte. Bon, je la ferme avec l'autre main, puis je me rends compte que j'ai des fourmis dans la main droite, et je me dis, tiens, j'ai dû m'endormir sur mon bras, donc j'ai des fourmis, bon. Et puis, je me rendors. La matinée commence, j'étais au téléphone et puis j'étais debout. Et à un moment, j'étais au téléphone avec un ami et je lui dis « Pourquoi tu parles plus ?» Il s'est arrêté subitement au milieu d'une phrase. Je dis « Réponds-moi ». Et en fait, je m'aperçois que c'est pas qu'il parle plus, c'est que mon téléphone est là-bas et que mon bras pend le long de mon corps. Et je n'ai rien senti. Le moment où mon bras est tombé, mais pas l'ombre d'une sensation. Et là, je reprends le téléphone avec la main gauche et je lui dis « Bon, écoute, j'ai un souci au bras droit, ce serait le bras gauche, je te dirais arrêt cardiaque, c'est le bras droit, donc je fais un AVC. Je raccroche parce que du coup, il va peut-être falloir que je regarde. Donc je raccroche, puis je m'aperçois que ma main revient. Alors je me dis, c'est rien alors, ça va passer. J'avais plein de choses à faire, j'avais un rendez-vous chez le dentiste, etc. Les enfants allaient chercher à l'école parce qu'entre-temps, j'en avais eu 2 autres. Et donc, je laisse passer l'histoire, je vais chez le dentiste, je vais chercher mes enfants en classe, etc. Et puis un peu plus tard, dans la soirée... mon médecin m'appelle, mon médecin qui est un ami et qui m'appelle à titre d'ami et pas de médecin. Et je lui dis, tiens, en fait, il faut que je te raconte, il m'est arrivé un truc bizarre tout à l'heure. Et je lui dis, tiens,
au moment où je suis en train de te le raconter, ma main est à nouveau en train de s'engourdir. Et là, très calmement, parce que lui, il est d'un calme toujours olympien, il me dit « Oh, moi, à ta place, j'irai faire un petit tour à la Pitié-Salpêtrière. » Bon, d'accord. Alors, comme je suis très obéissante, j'ai été à la Pitié-Salpêtrière. Bon, mon mari était un petit peu plus stressé que moi au moment où il m'a emmenée dans la voiture. Et moi, je me disais, bon, a priori, je suis en train de faire un AVC. Et je me dis, si j'ai un caillot qui est bloqué dans le cerveau, ben, le but, c'est de rester calme pour éviter d'avoir trop de pression sanguine. J'essayais de visualiser, de rester très calme, de respirer, de me détendre, etc. Mon mari prenait tout le stress. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu Intouchable, mais il était prêt à faire la bande d'arrêt d'urgence à fond. On était en plein dans les bouchons, il était 19h, on habite à Orsay, la Pitié-Salpêtrière, c'est juste à l'autre bout de la terre. Et on arrivait, et là, bien entendu, AVC. Et quand on m'a dit ça, on était jeudi, la seule chose que j'avais en tête, c'était, bon, il faut que je sois sortie mardi, c'est la rentrée scolaire de mon fils aîné qui rentre en 6e, je ne veux pas la louper. Je l'ai dit à la neurologue, qui m'a dit, il va peut-être falloir penser à vous organiser quand même. Bon, ça n'a pas loupé, j'ai loupé la rentrée. Mon mari, qui n'avait jamais fait une rentrée, a fait celle où il y avait maternelle, primaire, collège. Il a rattrapé son retard en une fois. Il a adoré. Je vois que ça le fait sourire, donc c'est bien, il a gardé une bonne expérience. Et puis voilà, je passe 2 semaines à l'hôpital et on me dit, bon, ben, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on va vous donner des anticoagulants. Je continue ma vie, 5 ans se passent. Et l'an dernier, une grosse migraine la nuit, mais une migraine comme je n'ai jamais eu de ma vie. Et puis, finalement, la journée, enfin, je me lève, la migraine s'étale un peu, j'avais un gros rendez-vous client, j'y vais. Alors, mon associé a bien remarqué que j'étais bizarre. Moi, je pensais être normale, mais elle m'a dit par la suite qu'elle m'avait trouvé très bizarre. Et puis, un peu plus tard dans la journée, je tape à mon ordinateur et je m'aperçois en fait que que ma main gauche tape très bien, mais ma main droite ne tape jamais la touche que j'ai prévu de taper. Donc là, j'ai quand même un petit doute, un mal de crâne qui revient, la main droite qui s'engourdit. J'appelle mon médecin, je lui dis à ta place, si tu étais à ma place, tu ferais quoi? Il me dit, oh, vu tes antécédents, retourne à la Pitié. J'ai rappelé mon mari qui n'a pas du tout trouvé ça drôle, hein, mais alors pas du tout. Je me suis retrouvée à la Pitié, on m'a confirmé, c'était à nouveau une petite expérience d'AVC. Là, c'était beaucoup moins drôle parce que là, il y a eu énormément de douleurs, ce qu'il n'y avait pas eu avant, donc pendant 10 jours, c'était vraiment très dur. Et surtout, ce qui a été le plus dur, c'est une parole. Comme quoi les paroles peuvent parfois... Une parole qui ne m'était pas du tout adressée, mais malheureusement, j'ai entendu une porte ouverte et un personnel médical qui dit bah, « c'est dingue, hein, on ne sait pas pourquoi elle fait des AVC. Bon, par contre, c'est sûr, elle va en refaire. » Donc voilà, moi, je suis repartie chez moi avec cette idée-là. Et là, ça a été le début d'une partie de ma vie très compliquée, donc février 2018, où en fait, tous les matins, je me levais en me disant c'est peut-être aujourd'hui que je vais avoir mon dernier AVC, celui qui va me laisser avec des séquelles, celui qui va me laisser à terre, et je ne verrai jamais mes enfants grandir. Et on poursuivit mes examens, mais personne ne trouvait pourquoi je faisais mes AVC, jusqu'au jour où j'ai rencontré Dieu Montalesco. Arrêtez ça, arrêtez ça. Et en fait, donc ça faisait déjà 4 mois que j'essayais de vivre tous les matins en me levant et en disant non, mais ça va, je ne vais pas faire un AVC aujourd'hui. Puis surtout sans me rendre compte qu'en fait, de façade, j'étais très bien. Hein. Tout le monde a trouvé que je gérais très très bien. J'étais pas si bien que ça à l'intérieur, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Et donc là, le professeur Montalesco m'explique que il a fait une écho, il a vu que j'avais un trou dans le cœur qui faisait que ça m'envoyait des caillots dans le cerveau et que c'était ça qui provoquait les AVC. Donc mon cerveau se contentait de subir le défaut de mon cœur. Ok. Donc je suis repartie chez moi et il me dit mais on peut opérer. Super. Donc je suis repartie chez moi et là, une espèce d'ambivalence totale entre waouh, c'est super, on a trouvé, on va soigner, je ne vais plus faire d'AVC parce que c'est quand même assez sympa hein, de se dire qu'on va arrêter les AVC. Hein. Et l'autre côté où vous dites donc c'est mon cœur qui envoie des caillots à mon cerveau, donc à chaque fois que mon cœur bat, potentiellement il peut provoquer un AVC. Ça devient beaucoup plus compliqué à vivre. Hein. Donc là, les 3 semaines qui m'ont séparée de l'intervention étaient terriblement longues. Je voyais la date, j'ai espéré qu'elle arrive comme ça, tout en me disant en plus c'est une opération du cœur, si ça se trouve ça va mal se passer, j'ai pas de bol dans ma vie, donc voilà, tout va s'arrêter. Enfin, voilà, 3 semaines vraiment terribles et où j'avais l'impression, où je tenais, les gens me disaient ah, tu tiens vachement bien, puis c'est chouette, tu vas être opérée, t'es contente. Alors je dis oui, je suis super contente, un grand sourire et tout. Voilà.
Et puis, j'ai oublié juste de préciser un truc, c'est que quand j'ai rencontré le professeur Montalesco, il s'est aperçu que je parlais un petit peu. Et il me dit, ah, mais sinon j'ai créé une association, il me sort un flyer de Paroles et Réactions. Et tel qu'il me l'a présenté, j'ai cru que c'était une association qui avait au moins 10 ans. Elle avait 3 jours. Alors là, sur ce coup-là, il m'a quand même bien eu, hein, il m'a bien embarqué dans son truc. On ne travaille pas dans la com, nous. Et il m'a dit, ça vous dirait, après l'opération, d'écrire un témoignage, justement, sur votre vécu, etc. Alors je lui ai dit, commencez par bien m'opérer, puis après, oui, pas de souci. Hein, on va faire les choses une par une, dans l'ordre. Donc voilà, donc il m'opère. Je me souviendrai toujours de ce moment de l'opération où, la veille, c'était une opération quand même du cœur, et je voulais quand même prévenir les enfants que que je venais passer par pas mal d'étapes un peu compliquées. Et j'ai mes 3 enfants qui viennent me voir la veille de l'opération, et ça sera ces 3 paroles qui resteront très très marquées. Donc mon aîné, 15 ans, qui vient me voir et qui me dit, mais maman, demain, ton opération, tu vas gérer. De toute façon, toi, tu gères toujours. Oui, je vais gérer. Enfin, là, en l'occurrence, je ne suis pas vraiment capable de gérer le truc. Hein. Ce n'est pas tout à fait moi, à part dormir et pour une fois me taire. Voilà. Ma fille, qui a beaucoup plus le sens de l'humour et les pieds sur terre, c'était la semaine du 11 juillet. Il y avait donc le vendredi 13. Et je lui avais dit, comme c'est une semaine où il faut avoir de la chance, on va jouer au loto. On avait été acheter le ticket de loto. La veille de mon opération, elle vient me voir, elle me dit, maman, tu peux me le donner, le ticket de loto, parce que quand même, on ne sait jamais pour demain, donc au cas où. Voilà. Donc, je lui ai donné le ticket de loto, mais après, on en a reparlé. Elle me dit, oui, mais bon, je ne savais pas comment te dire que, en fait, j'avais pas très envie que tu ailles te faire opérer. Et mon dernier, qui avait 8 ans, a sorti quelque chose qui a été un peu comme le petit garçon, très marquante, puisqu'il me dit, il s'allonge à côté de moi et il me dit, moi, je sais ce que je vais faire plus tard comme métier. Alors, je m'attends à ce qu'il dise cardiologue. Pas du tout. Il me dit, moi, je veux être astronaute. Comme ça, si par hasard, demain, tu deviens une étoile, je pourrais venir te rendre visite parce que tu me manqueras trop. Voilà. Ça n'a pas été le moment le plus facile de ma vie. Hein. Voilà. Donc, opération le lendemain, etc. Puis, au moment où vous entendez, vous endormez, et instantanément après, vous entendez Madame Barré, vous pouvez vous réveiller, vous pouvez ouvrir les yeux, vous êtes en salle de réveil. Là, je me dis, elle n'est pas folle, hein. Ulysse et les sirènes, moi je connais, c'est clair, je vais avoir un grand barbu là, avec sa clé. Je me dis, je n'ouvrirai pas les yeux. Alors je les serrai comme ça, jusqu'à ce qu'on me dise, Madame Barré, on voit que vous êtes réveillée, vous pouvez ouvrir les yeux. Et là, je me suis dit, je vais faire un test. J'ouvre, je ferme. Bon, il y avait bien des écrans et tout. Et là, ça se voyait pas, j'avais un tuyau dans la bouche, les moustaches à oxygène, on ressemble à rien, on bave, enfin vraiment. Mais alors, dans ma tête, j'étais en train de faire une danse. Mais alors, j'ai jamais autant dansé, feu d'artifice et tout. Et puis voilà, la vie reprend et je me dis, j'ai quand même promis mon témoignage. Et là, un soir, je me mets devant mon ordinateur et je me dis, je vais écrire 5-6 lignes. Vous avez vu mon esprit de synthèse. Et j'ai commencé à écrire mes 5-6 lignes. Alors j'ai écrit, puis en fait j'ai écrit, puis j'ai écrit. Puis j'ai appuyé sur imprimer, et j'ai pas relu, j'ai écrit d'une traite. Hein. Et il y avait 4 pages. Donc, et je suis descendue de mon bureau, j'étais les donner à mon mari, et je lui ai dit, tiens. Et il lit et me dit, donc en fait tu viens de vivre ça. J'ai relu, et je me suis dit, je pensais pas que j'avais vécu ça. En fait, pendant les 6 mois qui m'ont séparée de mon 3e AVC jusqu'à ce que je me fasse opérer, j'ai vécu entre parenthèses, j'ai essayé de survivre. De façade, je vivais parfaitement bien, mais à l'intérieur, j'étais un champ de mine. Je m'apercevais que je vivais, mais par réflexe. Je croyais plus tellement que j'avais d'avenir. Je me disais, chaque jour qui passe est un jour à prendre, mais je ne le prenais pas avec bonheur, ce qui a totalement changé aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai qu'en fait, c'est grâce à ce témoignage, vraiment, donc un immense merci, parce que c'est ce témoignage qui, je pense, m'a permis de rebondir, m'a permis de comprendre que oui, la parole est là pour agir, mais la parole est là aussi pour réagir. La parole est là pour se faire soutenir, pour soutenir les autres, et la parole est surtout là pour nous aider à rendre le sourire et pour réussir à ressourire nous-mêmes. Et donc c'est vrai qu'on vit des expériences qui sont pas forcément évidentes à vivre, mais dont on peut faire une force incroyable par la suite. Et je remercierai jamais assez le professeur Montalesco de me permettre aujourd'hui de conjuguer le verbe vivre au futur.
Merci Barbara. Vous pouvez lire ce témoignage et tous les autres des patients et patientes sur le site internet. Allez-y. Pas tous le même jour. Ouais. Et puis, j'ai demandé à Jonathan de faire quelque chose dont il n'a pas l'habitude, parce que Jonathan, en général, Jonathan, c'est notre psychologue. Il est plutôt là pour écouter les patients comme on vient de le faire. Voilà, là, on va lui demander d'inverser les choses et de prendre la parole, parce que c'est lui qui mène les ateliers de psychologie avec les patients, et aussi avec des ateliers différents avec le personnel de santé. Vous savez que le personnel de santé est mis à rude épreuve, et que la notion de deuxième victime est une vraie problématique pour les personnels de santé quand on a des soucis avec un patient, et que donc, pas plus tard qu'hier, j'ai eu ce souci avec un de nos infirmiers qu'il va falloir que vous voyiez rapidement, Jonathan. Mais dites-nous un petit peu votre expérience. En 2 mots, parce que le temps tourne, l'heure tourne. Effectivement, moi je suis plus habitué à écouter, donc j'ai écouté attentivement les témoignages des 3 personnes qui sont à ma droite, et je trouve ça fascinant que vous soyez capables de transmettre aussi bien tous les 3 votre expérience. C'est une chose de savoir le faire dans un contexte d'intimité, de parler à quelqu'un, de parler à un psychologue, ou de le faire dans un groupe de parole entre nous, que de réussir à le transmettre à toute une salle, et donc de faire preuve d'authenticité et pas de contrefaçon de la pensée, pour reprendre les mots de votre élève de CM1. Donc moi, juste le message clé que je voulais faire passer aujourd'hui, qui rebondit en gros sur tout ce que vous nous avez transmis, c'est que quand on est à l'hôpital, donc après un événement cardiaque, pendant un événement cardiaque, il n'y a pas que le corps qui est touché. On veut toujours soigner le corps, mais l'esprit aussi est affecté, et il se passe que ça va engendrer en fait une fêlure, une blessure psychique qui n'est pas toujours prise en compte. Et pourtant, le personnel de l'hôpital le sait, puisque moi, les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants me le disent, qu'ils ont conscience que les patients ne vont pas forcément bien, qu'ils ont le personnel soignant a envie de les écouter, de prendre le temps de les aider. Malheureusement, comme ce n'est pas leur métier, ils n'ont pas forcément le temps. Donc moi, mon message par rapport à cette table ronde qui s'appelle « La parole pour agir », c'est, même si ça n'est pas de prime abord évident de parler, faites-le. Parler d'une façon ou d'une autre, pas forcément un psychologue ou une psychologue si ça n'est pas votre tasse de thé, on n'a pas forcément toujours le courage de le faire, mais parler à quelqu'un, parler à votre entourage, parler au corps médical, parler à d'autres patients, ça peut aider énormément, parce qu'on peut se sentir effectivement isolé quand on a vécu un événement médical grave. Et donc, parler va vous permettre de justement vous mettre dans un mouvement de guérison psychique aussi, de rentrer dans une forme de thérapeutique et d'améliorer après votre vie. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était soyez bienveillants envers vous-même, parce qu'il y a ce qu'on dit aux autres et ce qu'on se dit à soi. Et les mots, je rejoins ce que disait Evelyne, les mots qu'on se dit soi-même peuvent aussi être très destructeurs, donc faites attention à ce que vous vous dites. Et quand vous avez des ruminations, quand on a des ruminations, on est un peu comme un poisson dans un bocal. Donc sortez de ça, sortez du bocal, dites-vous des choses positives et parlez, écrivez, rencontrez un maximum de gens pour pouvoir vous aider vous-même.